Bonjour, nous sommes le vendredi 9 septembre 2022 avec une météo qui semble légèrement pluvieuse euh, comme il s'en est suivi depuis 2-3 jours. Euh, on connaît une baisse de la température, une chute de température, une baisse de la clarté et de fines pluies, des petites pluies qui viennent euh, frapper, je veux dire, le sol qui a été pendant de longs mois asséché par les rayons du soleil. Et donc ici, c'est de bon augure que les pluies arrivent pour, encore une fois, comme je vous ai toujours dit, remonter le niveau des nappes phréatiques qui sont, à mon avis, à un niveau très bas puisqu'on a eu cet été un été des plus chauds. Un été des plus chauds. Euh, sur une longue période de 3 mois, ben, il a plu très peu, et il a fait très chaud durant voilà, 3 mois, quasiment 3 mois. Et donc on a pu apercevoir, on a pu s'apercevoir que les sols étaient brûlés. Bon, ceci étant dit, on est le 9 septembre, l'été court à sa fin, donc c'est tout à fait normal que la météo soit bouleversée et qu'on approche très vite à l'automne. Maintenant, la Terre va s'éloigner du Soleil et donc maintenant on va connaître les températures plus clémentes de ce qu'on a connu précédemment, c'est-à-dire des températures hum, qui ne sont pas désagréables à subir. Parce que l'été, c'est bien, mais quand il fait trop chaud, c'est désagréable. Tout comme un hiver très froid, c'est désagréable. Un été très chaud, c'est désagréable. Bon, ce qui est agréable, c'est une température que, corps- où le corps peut se sentir à son aise et pas être irrité par la chaleur ou le froid. Ceci étant dit, je vous présente ici une étude de fonction relative à une fonction trigonométrique. Pourquoi une fonction trigonométrique? Puisque en fait, le sinus est une fonction trigonométrique et le cosinus est une fonction trigonométrique et la composée des deux, euh, sinus et cosinus, donne une fonction trigonométrique. Donc ici, la fonction sera de type trigonométrique. Bien sûr, avec A et B différents de 0, parce que si A vaut 0, on n'a plus qu'un sinus, et si B vaut 0, on n'a plus qu'un cosinus. Alors on a deux fonctions trigonométriques de même période. Hein. Vous voyez qu'on a Rx et Rx. La période sera la même. D'ailleurs, je vais la décortiquer dans un petit instant. Donc on a une fonction qui est y égale a cosinus Rx plus b sinus Rx. Ce qui vient dans la première étude dans les fonctions, ce qui vient à l'esprit, c'est le domaine. Le domaine de la fonction, ben, ceci, son domaine c'est R, celui-ci de son domaine c'est R, et la composée des deux, ben, le domaine total vaudra R. Alors je prends un cas de figure. Hein. Un cas de figure, c'est par exemple petit instant, j'ouvre GeoGebra, hein, ça il faut toujours le temps, si vous avez remarqué, il faut toujours un petit temps pour ouvrir GeoGebra. Bon, ensuite, ce qui vient, je vais continuer pendant qu'il ouvre GeoGebra, je vais faire un exemple. Hein, voilà. Alors, un exemple de ça, c'est de prendre, par exemple, je prends une fois sinus 3x, qui est une fonction sinus, et la fonction sinus, elle est impaire. Voilà, je l'ai ici. Donc on a, si je dessine la fonction, une fois sinus 3x. Alors le 1, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. En science, c'est l'amplitude, c'est... Voilà, ça c'est un sinus 3x. Alors je vais mettre à côté en comparaison avec une fois sinus x. Ça c'est sinus x. En rouge c'est sinus x. Et en vert c'est sinus 3x. Alors vous aurez compris que là, les deux fonctions sont
impair. Bon, je peux même voir qu'elle est impaire dans ce... Si je mets un point, je peux mettre un point ici. Voilà. Je vais dessiner une droite qui va passer par l'origine. Voilà. Et le point A, sa symétrie centrale, pas me tromper, sera le point que voici. Voilà. Donc le point A aura pour symétrie centrale par rapport à l'origine le point C. Donc là on a bien à faire une symétrie centrale par rapport à l'origine, et donc on a bien une fonction impaire pour sinus x, hein, et sinus 3x, pour sinus 3x elle est impaire parce qu'elle provient du sinus x qui elle-même est c'est une propriété, bon, c'est hiérarchisant, hein, c'est hiérarchisant dans le sens si sinus x est impair, mais comme sinus 3x provient de sinus x, on peut hiérarchiser ça, hein, dire que la propriété de 3x provient de x qui a été démultiplié par 3, eh bien celle-ci sera impaire aussi. Alors je rappelle la parité, une fonction est impaire si on prend f de x moins f de moins x est égal à, bon, pair c'est ceci, hein. C'est une symétrie par rapport à l'axe OY, ça c'est pair. Alors si j'ai deux points ici, x1, x2, voilà. Je suis en train de mal expliquer la chose. Je recommence. Si on a une fonction paire, voilà, par exemple une parabole ici c'est une fonction paire. Si je prends x1, ben je dois le retrouver pour x1, y1, je dois trouver un x2, y1 avec, voilà, la distance x1 ici qui est égale à la distance x1 ici. C'est-à-dire que si je fais f de x, bien sûr qui est égal à un certain y donné, f de x1 qui donne y1, eh bien, ce même y1 est valable pour un f de x2. Mais ce f de x2, x1, comment par rapport à x2, mais ça doit être l'opposé. x1, x2 égale moins x1. x2 est l'opposé de x1. Ou, voilà, x2 doit être l'opposé de x1. En d'autres termes, ici, je dois avoir moins x1.
Et donc, pair, c'est quand f de x et f de moins x ont la même ordonnée. Là, ça veut dire qu'il y a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Et donc, là, elle sera paire. Mais impair, c'est pas ça. C'est quand elles sont opposées. Et le sinus, c'est le cas. C'est le cas du sinus. Hein. C'est le cas du sinus parce que vous savez très bien que le sinus d'un angle moins alpha, c'est égal à moins sinus alpha. Rien qu'avec ça, bon, on pourrait faire le cercle trigonométrique et voir tout ça, mais vous devez savoir ça, c'est que sinus de moins alpha est égal à moins sinus alpha. Donc si vous prenez, avec le cercle trigonométrique, un angle, là j'ai alpha, son sinus il est là, vous prenez l'opposé de alpha, qui est moins alpha, son sinus il sera à l'opposé de celui-ci. Il sera à l'opposé. Donc on a bien sinus de moins alpha est égal à moins sinus alpha. Et donc c'est pour vous dire que sinus x est impair et par hiérarchie des propriétés, mais sinus 3x sera impair aussi. Alors si je prends maintenant la racine carrée de 3 fois cosinus 3x. Voilà. Bon, il a une amplitude plus grande que le sinus, c'est normal parce qu'il vaut racine 3 en amplitude, alors que l'autre vaut 1 en amplitude. C'est tout à fait normal qu'il soit plus grand. Et la fréquence, enfin la période est la même. Hein. Mais là, la fonction cosinus est une fonction paire. C'est une fonction paire. Donc, par hiérarchie, cosinus 3x sera une fonction paire. Alors ici, on fait une fonction paire plus une fonction impaire. Donc je vais faire f plus g. Voilà, ça va donner ceci. Et donc cette fonction, elle est quelconque. On a une fonction quelconque au niveau de la parité. Elle n'est ni paire ni impaire. Parce que additionner une fonction paire avec une fonction impaire décale tout. Hein. Ça décale. Donc la fonction... donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, le domaine, tout d'abord, le domaine c'est R. Pourquoi? Parce que sinus x, son domaine c'est R. Cosinus x, son domaine c'est R. Voilà, donc la somme des deux, leur domaine est R. Au niveau parité, ben, on a une fonction impaire, plus une fonction paire, et ça donne une fonction quelconque. Une fonction quelconque. Bon, maintenant, je vais voir la période. Sachant que sinus alpha est périodique de période de pi. Hein. Donc la période vaut 2pi. Ça veut dire que si vous faites sinus de alpha, ben, c'est sinus de alpha plus 2pi. Et je dirais même plus, tous les deux capis, on peut retrouver voilà, tous les deux capis, on peut retrouver une valeur identique. Hein. Par exemple,
si je trace une droite, y égale 2, y égale 1,5. Vous voyez qu'elle coupe au même endroit la courbe orange et au même endroit la courbe bleue. Mais attention qu'ici, je n'ai pas encore mis la période. Hein, parce que la période ici, je vais vous dire combien elle est, cette période-là. Je vais vous le dire tout de suite. Parce que, bon, moi, je suis en train d'étudier la période, enfin, je suis en train de mettre la période de sinus et cosinus. Tout comme cosinus, c'est pareil. Hein. Cosinus bêta, c'est égal à cosinus bêta plus 2 capi. Donc, ils sont tous les deux périodiques de période de pi. Ils sont tous les deux périodiques de période de pi. Alors, comme ils ont les mêmes périodes, hein, vous voyez, c'est sinus 3x pour tous les deux. Là, la période, c'est sinus 3x. Enfin, c'est Rx. Je m'excuse, c'est Rx. Donc, la période sera, pour les deux, 2pi sur R. Et donc, ce sera 2pi sur R. Parce que c'est Rx. On a Rx. On n'a pas sinus x. Encore une fois, là, c'est une propriété hiérarchisante. Parce que si sinus x est périodique de période 2pi, sinus Rx est périodique de période 2pi sur R. 2pi sur R. Alors je rappelle que ça c'est f de k fois x. Alors on divise. Là, il faut diviser pour faire une transformation par rapport à f de x. Ben, on divise les x par k. Et donc, si sinus x est périodique de période de pi sur r, que cosinus x est périodique de pi sur r, ben, vous aurez compris que la fonction totale, qui est la somme des deux, sinus plus cosinus, bien sûr, avec leur amplitude respective, racine de 3 et 1, eh bien, elle sera périodique de période de pi, 2pi sur r. Alors, ici, la période vaudra de 2pi sur 3, puisque c'est 3x, qui vaut environ 2,09. Eh bien, maintenant, je vais chercher la distance. Je vais tracer une droite pour avoir la en 0,5. Alors, on va rechercher les intersections entre cette courbe et cette courbe. Bon, je vais faire un petit zoom.
Voilà. Alors maintenant, on va déjà chercher AD. Distance AD. De 2,09. Alors j'avais dit que, voilà, 2 pi sur 3, c'est bien 2,09. Ça, c'est la période de la fonction totale, qui est h. Là, c'est h. Alors maintenant, je cherche la distance BC. Oui, je me suis trompé. Là, c'est normal que ça fasse de 44 parce que c'est pas le bon point. Voilà, c'est la distance EC. Et là, ça fait bien des 0,9. Et alors, bon, maintenant, je cherche les deux autres intersections. Bon, je vais prendre par exemple celui-ci. Alors, elle remonte, elle touche la droite à ce niveau-là. Et c'est distance FG. Voilà, 2,09. Donc, vous voyez que tout est bon. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là, que la période vaut bien 2,09 pour chacune des fonctions et pour la fonction composée, qui est la somme des deux fonctions sinus et cosinus, avec leur amplitude respective et leur... Voilà. Et la période vaudra donc 2,09, qui vaut, comme je l'ai expliqué, 2 pi sur 3. Donc, dans une fonction comme celle-ci, y, bien sûr, c'est f de x, hein, est égal à a cosinus rx plus b sinus rx, avec a et b différents de 0. Le domaine de la fonction f, c'est tout simplement R. Ce que je peux mettre, la parité, elle est quelconque. La période, ben c'est 2 pi sur R. Voilà. Alors maintenant, autre chose. Alors, le premier ici, son amplitude vaut racine de 3. Et celui-ci, son amplitude vaut 1. Voilà. Alors pour l'amplitude maximale aura lieu ça, je pourrais le trouver, hein. Avec les dérivés, je peux le trouver. J'ai pas besoin de faire ça ici, j'ai pas besoin de faire une somme pour savoir ça. Je peux le faire pour avoir les images. Pour avoir les images, je peux aller rechercher bon, la dérivée et avoir les maximums. Une fois que j'ai les maximums, j'aurai les images.
Donc ça va laisser, je vais laisser ça en suspens pour les images. Mais je peux quand même le marquer. Voilà. Alors maintenant, justement, je vais passer à l'étude de des racines. Je vais faire l'étude des racines. C'est ce qui vient par après tout ça, c'est l'étude des racines. Donc il faut partir de y est égal à a cosinus Rx plus b sinus Rx. Alors une racine, c'est quand le y vaut 0. Donc il faut résoudre cette équation-là. Donc je peux écrire que a cosinus Rx égale moins b sinus Rx. On peut dire que a sur moins b égale sinus Rx cosinus Rx, c'est-à-dire tangente Rx. Donc tangente Rx vaut moins a sur b. Voilà, ça c'est la tangente Rx. Bon, c'est pas tangente Rx que je cherche, c'est x, pour lequel le x qui va annuler voilà, cette addition-là. Donc je vais chercher l'arctangente de la tangente de Rx égale l'arctangente de moins a sur b. Là, on aura l'arctangente de tangente, c'est l'argument lui-même. Donc l'argument, c'est Rx, égale arctangente de moins a sur b. Et donc x vaudra l'inverse de R, arctangente moins a sur b. Bon, on peut essayer ça. Bien sûr, comme ici c'est une tangente, je vais mettre plus capi. Ah, ici c'est plus capi. Donc ici ce sera capi sur R. Avec K appartenant à Z. Voilà. Donc ça, ce sont les racines. On a une infinité de racines, bien sûr, hein, parce que K appartient à Z. Capi sur R. Moins A sur B, je m'excuse. C'est pas moins B sur A, c'est moins A sur B. Moins A sur B. Bon, on va regarder après ça. Alors, je n'ai plus besoin de ces deux fonctions, puisque je vais étudier les racines de celui-ci. Alors, ici, j'ai pris le R. Le R vaut 3, hein, parce que c'est 3x, c'est Rx.
C'est ce qui se trouve, c'est l'argument du sinus et cosinus, c'est Rx. Donc, je peux écrire que c'est 1 sur 3 multiplié par arctangente de moins A sur B, sachant que le A, c'est ce qui est devant le cosinus. Le tout sur B, c'est-à-dire c'est ce qui se trouve devant le sinus. Et bien sûr, je vais aller rechercher la première racine, moins 0.35,0. Effectivement, je vais rajouter pi à ça. Pi sur... je m'excuse, c'est pas pi. Je vais rajouter pi plus pi sur R vaut 3. Bon, et ainsi de suite. Donc c'est bien, les racines, c'est bien ça. Moi, j'aurais pu continuer. Ouais, je le mets dans une fenêtre que voici. Maintenant, je vais faire l'étude de la dérivée. Première. Y égale A cosinus Rx plus B sinus Rx. Y' est égal à A cosinus Rx plus B sinus Rx dérivé. C'est égal à A cosinus Rx dérivé plus B sinus Rx Rx dérivé. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. C'est ce que j'applique. A étant une constante, il peut sortir du signe dérivé. B étant une constante, il peut sortir du signe dérivé. Et il nous reste à dériver un cosinus et un sinus. Alors je rappelle que la dérivée de sin, c'est cos. Et que la dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, et on a une dérivée de fonction de fonction, puisque là on a une fonction qui est une droite Rx. Alors dérivée de Rx, ça fait R. Dérivée de cos, c'est moins sinus Rx. Plus B, ici c'est pareil. On a une droite ici qui est Rx. Une droite, pourquoi quand je dis une droite, c'est on a pris X, on a construit Rx qui est une droite, et on a mis cette droite dans un sinus. Voilà, c'est là comment on a construit cette fonction-là, par composition. Donc je peux dire qu'ici, c'est R, la dérivée de la droite c'est R, fois la dérivée de sin c'est cosinus Rx. Voilà, et tout ça c'est l'étude de la dérivée première. Que je dois maintenant égaler à 0.
Alors, je vais égaler y' à 0 en disant que AR cosinus Rx moins sinus Rx égale 0. Ah non, non, je m'excuse, je peux pas sortir. Non, je m'excuse. Je peux pas sortir le... parce que le A est différent de B. Hein. Il n'est pas forcément égal à... On n'a pas forcément A égale B. Bon, donc je vais égaler à 0. Le R, je peux le sortir. Ça, oui. Donc il va être indépendant de ce R-là. Voilà, donc il est indépendant du R. Donc je peux diviser tout par R. Il va rester A moins A sinus Rx plus B cosinus Rx égale 0. On aura moins A sinus Rx égale moins B cosinus Rx. Donc on aura sinus Rx sur cosinus Rx égale moins B sur A. B sur A, je m'excuse, B sur A. Donc on aura tangente Rx égale B sur A. Tangente Rx égale B sur A. Je vais prendre l'arc tangent dans chaque membre. On aura Rx égale arc tangente B sur A plus bien sûr capi x égale 1 sur R arc tangente B sur A plus capi sur R. C'est ressemblant à la racine. Hein. On a une ressemblance par rapport aux racines. Le Y' est égal à 1 sur R arc tangente de B sur A plus capi sur R.
Et là, bon, on peut faire un tableau de signes hein, par rapport à ça. Alors, on va aller voir voilà, les extrémums, puisque c'est de ça dont il s'agit ici. Quand est-ce que ça s'annule la dérivée première? La dérivée première s'annule aux extrémums. Donc, on va aller rechercher donc 1 sur R vaut 3. Arc-tangente de B. Alors le B, c'est A, c'est le cosinus. B, c'est le sinus. B sur racine 3. 0,17. Donc, ouais, ici il y a juste un petit truc. C'est le X. Pas ça. Ouais, ici c'est dérivée première. C'est moi qui ai mal écrit. Hein. La dérivée première c'est Y', on est d'accord. Mais bien sûr ici c'est de X dont il s'agit. Il s'agit de X. Bien que j'ai fait la dérivée première, il s'agit de X. Bon, ce qui diffère par rapport à la racine et la dérivée première, enfin, la valeur pour laquelle on a les extrémums, c'est juste l'inversion et l'opposé de l'inverse. Hein. Vous voyez qu'on a moins A sur B, B sur A. Sinon, tout le restant est le même. Hein. Donc, je disais, x vaut 0,17. Donc, maintenant, je vais remplacer 0,17 dans la fonction. H de 0,17. 2. Et voilà, j'ai un extrémum ici. Alors, R vaut 3. 1,22. Voilà, et donc les images vont de moins 2 à 2. C'est là que je peux mettre les images. Les images ils vont de moins 2 à 2. Ou plutôt, oui, attention que le domaine, on part de la gauche vers la droite. Pour les images, on part du bas vers le haut. Donc les images vont de moins 2 à 2. Bien sûr, moins 2, 2 compris. Voilà, ça, ce sont les images. Bon, je peux faire un tableau de signes. Hein. Mais
si je fais un tableau de signes, je ne le fais que de 0, voilà, de A à D, sur une période de pi, de A à D, de A à D. Donc ça veut dire que j'aurais besoin d'un point complémentaire, qui est le dernier, pour avoir sur 2pi. Ici, je vais mettre 2pi sur 3. Voilà. H2 2.27. Voilà. Et là, je peux avoir à partir de A, le point A, c'est moins 0,350. Bon, ça, je peux le faire avec un tableur, hein, pour voir un peu plus clair. Voilà. Alors ici, je vais mettre bien sûr X. Le Y', comment il évolue. Ouais, je peux mettre le Y ici et le Y'. Ou alors peut-être Y' ici et le Y là. Pourquoi pas. Alors je vais commencer en... Je vais le faire sur une période. La période... Donc je vais commencer en A. En A c'est moins 0,350. Bon, par là on va vers moins l'infini. Hein. Moins l'infini. Et je vais commencer en moins 0,35. En moins 0,35, le Y qui vaut 0. Ensuite, là vous voyez que c'est positif jusque G. Il suffit de remplacer pour voir si c'est positif ou négatif. Hein. Dans la fonction, vous remplacez par une valeur entre A et G. On va prendre, par exemple, ah oui, je peux mettre l'ordonnée à l'origine. C'est intéressant de savoir ça. L'ordonnée à l'origine, c'est quand x vaut 0. Et ça, je ne l'ai pas fait, ça. Y est égal à A cosinus, A cosinus Rx plus B sinus Rx. Voilà. Si x vaut 0, ben, le sinus de 0 ça fera 0. R fois 0 ça fait 0. Sinus de 0 ça fait 0. Alors il va rester
x valant 0, r fois 0 ça fait 0, cosinus de 0 ça fera 1, et il va rester y égale a. Donc l'ordonnée à l'origine, je vais mettre ici, que je vais appeler OO, l'ordonnée à l'origine, c'est x égale 0 et y égale a. En d'autres termes, c'est le point 0,a. Alors le a, c'est ce qui se trouve à côté du cosinus. Comme ici on a racine de 3, donc le point, ce sera 0, racine de 3. Voilà. Et donc racine de 3 étant positif. Donc entre a et g, c'est positif. Entre a et g, je rappelle que g, si je veux mettre l'ordonnée à l'origine quand même, c'est intéressant de le mettre. Donc 0 racine 3. La fonction, elle est au-dessus de l'axe des x, au-dessus jusqu'à, on va dire, elle est positive. Et attention qu'ici c'est pour y. Voilà. Alors je vais arriver ici en G. En G, point G, c'est 0,17,2. Alors ça, j'ai mis ici l'ordonnée à l'origine. Voilà. Et puis elle devient négative après ça, jusqu'en H. H, j'ai pas besoin de la racine, hein. Le B, j'ai pas besoin de la racine. Je fais pas un tableau complet, je fais juste un tableau, voilà, un tableau, voilà, ah oui, oui, j'ai oublié. Oui, non, ici elle est croissante. C'est un tableau, c'est pas un tableau de signe que je suis en train de faire. Je fais un tableau de variation. Un tableau de variation, donc ici il est croissant jusqu'en G, c'est positif. Je m'excuse, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai raconté une bêtise. C'est vrai que j'ai pas fait le tableau de signe, j'aurais dû faire le tableau de signe. Mais enfin bref, c'est parfait. Ça c'est. Je me suis trompé là-dessus. Et je fais un tableau de variation ici. Donc ici c'est positif, ça monte, ça continue à monter jusqu'en G, et puis ça décroît. Voilà, ça décroît. Ça veut dire croître, plus ça croît, moins ça décroît.
Donc on décroît jusqu'en H. Et le point H, c'est 1,22 moins 2. Puis elle va croître jusqu'en I. Et puis elle décroît jusqu'en D parce que je fais une étude de 0 à 2π. Enfin de A à D. De A à D. Je fais une étude de A à D. Sur 2π. Enfin sur une période. Normalement, la période elle va de A à C. Donc C c'est suffisant. Donc, je dois m'arrêter en C pour avoir une période. Donc je peux m'arrêter en C. Donc je peux mettre le point C. Donc arrivé au point H, qui est déjà mis, je peux mettre le point C ici. Pour terminer la période, le point C c'est une racine. C'est 1,740. Bien sûr, là, elle est croissante. Et là, on a une période. Donc, elle croît du point A point A, elle croît jusque G. On voit bien que pour passer de moins 0,35 à 0, bon, là, les X ont augmenté, mais les Y augmentent. 0 à 1,7, ça augmente, donc c'est croissant. Voilà. Ensuite, pour aller de 0 à 0,17, ben là, les X croissent, et les Y vont passer de 1,7 à 2. Les Y croissent aussi, donc la fonction est croissante. Donc de A à G, elle est croissante, de G à H, elle décroît, et de H à C, elle recroît. Et là c'est une étude sur une période. Et puis après, bon, pour les restants, bah, elle part en l'infini. Voilà, c'est qu'une étude de croissance. Alors moi, je vous rappelle que c'est décroissant, hein, c'est pas un tableau de signes. C'est vrai que je n'ai pas fait le tableau de signes, j'aurais dû. Mais je peux le faire à partir de ça. Mais là, il me faut les racines. Hein. Ça, c'est tableau de variation. Tableau de signes. Alors, je vais l'étudier sur une période aussi. Et là, je dois mettre les racines. Donc, toutes les racines, c'est AB. Je dois mettre ABCD. Donc, je dois remettre BC. Je vais quand même reprendre l'ordonnée à l'origine, c'est intéressant. Et B et C vient après. On aura B, C, bien sûr ce sont des racines. Alors la fonction est positive jusqu'à B. Ouais, elle est positive jusqu'à B. De B à C, elle est négative. B à C, elle est négative.
de B à C, elle est négative. Et de voilà, et là j'ai fait une période, hein. Normalement c'est terminé. C'est plus moins. Alors le B il se trouve en 0,70 et le C c'est 1,740. Donc, le tableau de signe est entre les deux racines AB, elle est positive. Et entre B et C, la fonction est en dessous de l'axe des X, est négative. Ça, c'est un tableau de signe. Pas confondre le tableau de signe et le tableau de variation. Hein. Le tableau de variation, c'est croissance, décroissance. Alors, il nous reste encore une chose, c'est la concavité. Et comme ça, on sera complet. Voilà, la concavité. Pour ça, la concavité, je vais la chercher avec la dérivée seconde. Voilà. Je dois aller chercher la dérivée première, que voici. Non, ça c'est l'annulation de la dérivée première. C'est quand ça s'annule. C'est quand y vaut 0, ceci. Voilà, ça c'est le quand y' vaut 0. C'est le x lorsque y' vaut 0. Alors moi, ce que je vais chercher, c'est la dérivée première qui est là. Non, c'est pas encore ça, je m'excuse. Ah, qui est ici. Donc, moins AR sinus Rx plus BR cosinus Rx. Donc il faut partir de là. Y' égale moins AR sinus Rx plus BR cosinus Rx. On va dériver deuxième fois. On va se retrouver avec moins AR carré, parce que la dérivée de Rx c'est R. Comme il y a R fois R, ça fait R carré. Sinus, enfin dérivée de sin, c'est cos. Et là, on va se retrouver avec moins
B, la dérivée de Rx c'est R. Comme il y a un R, c'est BR au carré. Dérivée de cos c'est moins sin. Alors le moins et moins, enfin je l'ai déjà mis le moins. Et là on aura sinus Rx. Donc y seconde est égal à, je vais sortir le r carré, on aura moins, je peux sortir même le moins, a cosinus Rx plus B sinus Rx. Et on retrouve bien sûr Y. Ça c'est Y seconde est égal à moins R carré Y. Donc, égaler ça à 0, c'est très simple, puisqu'on a déjà fait l'étude de Y. Dire que Y seconde égale 0, c'est dire que moins R carré Y égale 0. Bon, comme R est différent de 0, c'est dire que Y égale 0. Mais Y égale 0, on l'a vu tout à l'heure, c'était pour tangente moins... Voilà, c'est ça ici. C'est ça ici. Le Y vaut 0 pour le X égale 1 sur R, arctangente de moins A sur B, arctangente plus capi R. Capi sur R. Donc le Y vaudra 0. Les Y secondes seront valables pour X égale 1 sur R arctangente de moins A sur B plus capi R avec bien sûr K appartenant à Z. Donc là où on aura des racines, on aura un changement de concavité, c'est ça que ça veut dire. Puisque le Y vaut 0, c'est les racines. Mais ici, Y seconde vaut 0, là où on a des racines. Donc on aura un changement de concavité, là où on aura des racines. Et effectivement, on a de A à B, la concavité est tournée vers le bas. C'est une concavité voilà, négative. Donc ça va être simple, puisque j'ai déjà les racines ici. Tableau de signe, tableau de variation, et tableau de, on va dire de la dérivée seconde, c'est-à-dire des tableaux des concavités. Alors, la première concavité elle est tournée vers le bas, donc c'est négatif. Bon, ici j'ai mis juste l'ordonnée à l'origine.
Donc elle va rester négative ici, elle est tournée vers le bas. Là, en B, là, elle est tournée vers le haut. De B à C, elle est tournée vers le haut. De B à C, elle est tournée vers le haut. Ici, vous avez tous les tableaux. Tableau de variation, tableau de signe, tableau des concavités. Voilà ce qui termine cette étude-ci d'une fonction un peu spécifique. De deux fonctions trigonométriques. Sinus est composé en somme de sinus et cosinus de même période, mais d'amplitude différente. Donc son domaine c'est R, la parité est quelconque, la période c'est 2 pi sur R et les images entre moins 2 et 2. Les tableaux de tableau de variation le voici, le tableau de signe le voici, tableau des concavités, le voilà. Et la fonction la voici. Voilà, et là vous avez une étude complète qui est faite. Maintenant j'aurais pu représenter quelques points hein, pour dessiner cette fonction là, ça c'est pas un problème. Je peux représenter bon, soit en degrés ou en radians les x. Je remplis dans un tableau de points et je dessine la fonction point par point. Ou mettant quelques points déjà. Par exemple, je mettrai en h. Si je mets 0,1, virgule, h de 0,1. J'ai un point. Je vais mettre 0,3, virgule, h de 0,3. 0,4, virgule, h de 0,4. 0,5, virgule, h de 0,5. 0,6, h de 0,6. 0,7, h de 0,7. 0,8, h de 0,8. Je peux le faire avec un curseur, hein, je vous le dis tout de suite. H, mais bon, ici je le fais manuellement. H09, 0,10, h de 0,10, 0,11, h de 0,11. Zéro douze, h de 0,12, oui, je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire là, 0. Là, je dois passer à 1. C'est pas 0,1, c'est après.
Je suis retombé. Ah, c'est normal que je retombe. C'est 1. Zéro neuf. H de 0,9. 1, H de 1. 1.1, H de 1.1. 1.2, H de 1.2. 1.3, H de 1.3. 1.4, H de 1.4. 1.5, H de 1.5. 1.6, H de 1.6. 1.7, H de 1.7. 1.8, H de 1.8. 1.9, H de 1.9. 1.10, H de 1.10. Non, encore une fois, je fais une petite erreur ici. C'est 2. Donc c'est 2, H de 2. Voilà, et là vous avez la fonction, bon, dessinée en partie, point par point. Bon, c'est ce cadre-là qui m'intéressait normalement. Le cadre intéressant. Le cadre intéressant d'étude, c'était bien sûr sur une période. Hein. Ah non, je m'excuse, c'est pas ça, c'est pas sur une période. Je vais vite recommencer ça. Parce que la période, c'est jusque C. Je vais chercher le point C. 1,74. Voilà. Donc je vais effacer.
Les écritures de GeoGebra m'empêchent de faire un accrochage. C'est vraiment embêtant, hein. Voilà. Et maintenant, je peux faire un zoom. Donc l'étude a été faite là dans cette fenêtre. C'est une fenêtre dans laquelle l'étude a été faite. De 0, voilà, de A à C. C'est sur une période. L'étude sur une période. Alors B est un axe de symétrie, hein. C'est un axe de symétrie de la courbe. Il y en a un deuxième, c'est l'axe X. L'axe X est un axe de symétrie et l'axe qui passe par B. Cet axe-là est un axe de symétrie. Et B est un centre de symétrie parce que je pourrais dessiner un segment. Encore une fois, les écritures de GeoGebra m'empêchent de le faire. Si j'ai la diagonale du rectangle de la fenêtre que voici, ben, voilà, le point B est un centre de symétrie. Par rapport à la fenêtre, hein, là où se trouve la fonction H. Je vous remercie.